Vous connaissiez déjà le secours catholique, vous avez peut-être entendu parler déjà du secours islamique, mais connaissez-vous aussi le secours protestant? On en parle dans un instant avec mon invité du jour qui en est le fondateur et le directeur, Laurent Saez. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel invité dans la séquence L'invité de Pascal. Il s'agit de Laurent Saez. Bonjour Laurent. Bonjour Pascal. Laurent, tu es le directeur du secours protestant. On va en parler dans un instant. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu d'abord? Qui es-tu, Laurent? Oui, je suis donc Laurent Saez, je suis marié et j'ai deux enfants, voilà, de 11 et 14 ans. J'ai été sapeur-pompier pendant 25 ans, un quart de siècle. Et puis, je suis aujourd'hui praticien en psychothérapie et en victimologie, en cabinet. Mhm. Voilà, j'exerce également du conseil en management relationnel grâce au master que j'ai pu passer il y a quelques années. Voilà. Puis, je suis président du Secours protestant depuis l'origine, voilà, depuis cette vision en 2003 qui est née. Voilà un petit peu ce qui est mon parcours rapidement. Alors 2003, c'est l'année où tu as fondé le Secours protestant. C'est à peu près l'année où on s'est rencontrés la première fois, je crois, c'était dans ces années-là, 2003 ou 4. Euh, Tu as donc fondé cette structure, le Secours protestant. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui drive cette vision, cette mission? Oui. Alors, la fondation, elle a eu lieu bien plus tard. Elle a eu lieu 10 ans plus tard. Mhm. Il faut dire qu'à l'origine, en tant que sapeur-pompier, moi, j'ai été très rapidement dans ce métier-là, en contact de gens, évidemment, qui étaient dans un désespoir profond et qui, parfois, menaçaient de mettre fin à leur vie. C'est un peu le lot des pompiers dans une société qui va mal et qui est au contact des difficultés sociales. Et très rapidement, dans ce cadre-là, j'étais pas autorisé à partager l'évangile. Ouais. Le chrétien que j'étais n'était pas autorisé à proposer cette alternative, cette solution de gens qui pourtant criaient de façon très désespérée de trouver un sens. Et donc ça a créé une tension en moi dès 2003 à ce moment-là, en Mhm. disant mais comment est-ce que je fais pour, d'un côté j'ai ma vie dans l'église, de l'autre côté je suis au contact d'une détresse sociale qui est très très forte. Comment est-ce que je réconcilie les deux et puis comment je fais pas le grand écart? Et c'est dès 2003 qu'il y a eu cette vision très clair d'un secours qui s'appelait pas secours protestant au départ, que j'avais nommé secours évangélique dans une perspective où je laissais le choix de maturer ça. Et donc, c'est bien des années plus tard presque 10 ans plus tard que l'œuvre a pris forme. Et entre-temps, il y a eu d'ailleurs le tremblement de terre à Haïti qui a permis de confirmer cette pensée-là. Mais en tout cas, le secours protestant dans sa forme actuelle, c'est une œuvre, j'ai du mal à dire que c'est une œuvre caritative parce que c'est à la fois une mission qui parle d'évangile et c'est pas simplement une œuvre sociale. Donc on est un espèce d'hybride, de mixte entre une œuvre qui évidemment vient porter secours sans discrimination aux gens qui sont dans la détresse, quelle que soit leur Ouais. religion, leur identité, et quel Oui, que tu soit au t'adresses coin à de la toutes. rue. Les victimes n'ont pas de couleur, pas de religion. Non, exactement. Et puis ça s'adresse au coin de la rue comme à l'autre bout du monde, c'était ça Mhm. l'idée. Alors c'est évidemment un grand projet. Je crois que ma femme me le disait, elle me dit mais est-ce que tu es bien bien sûr de cette idée-là quand tu vois la dimension, parce que qu'on se lève pour réaliser une œuvre locale, une association, c'est déjà, je pense, un gros morceau à conceptualiser. Mais penser à quelque chose qui serait, alors j'étais peut-être pas allé au bout du monde, mais j'avais pensé à la francophonie. Je m'étais dit mais ce serait Mhm. intéressant d'avoir une œuvre francophone qui fédère les forces vives et qui permettent d'avoir une identité claire et de proposer aussi ou de présenter un évangile social qui est un évangile qui agit et qui, avant de se dire, et qui utilise du coup la qualité de son travail de terrain comme la plateforme un petit peu du témoignage. C'est ça l'idée, hein. Mm. Qu'est-ce qui rend le secours protestant différent des autres structures qui agissent comme ça sur le volet humanitaire ou social? Oui, bah ça je pense que c'était je pense qu'il a fallu au moins 7 ans pour bien réfléchir et bien maturer ça. Ça n'a pas été de trop pour se Ouais. dire: «Est-ce que, on est le clone de quelque chose d'autre? Est-ce que, ce secours protestant» alors ça faisait sens, hein, qu'en France, il y avait un secours, populaire d'après-guerre qui a aidé, les gens, d'un secours catholique qui est né un petit peu par là aussi en France et puis après un secours islamique bien plus tard. Donc, après un secours populaire, un secours catholique, un secours islamique, il y avait quelque chose d'évident en fait à créer un secours protestant qui puisse fédérer aussi les forces communautaires. Mais ce qui fait la différence réellement, c'était que j'avais constaté que
l'évangile avait peut-être, enfin, avait besoin de s'exprimer sur le terrain. Comment est-ce que Mhm. le Jésus que je connaissais dans la Bible, qui avait déjà été un Jésus qui allait auprès des malades, et pas simplement des malades, parce qu'on parle souvent du corps, mais il a transformé la tristesse en joie, donc c'était certainement le plus grand des psychothérapeutes aussi, et puis il transmettait des choses sur le royaume de Dieu. Donc, comment est-ce que ce secours protestant avait pour identité ou faisait le chemin à la suite de, très modestement, hein, de ce Jésus pour essayer de retrouver ces choses-là qui sont corps, âme et esprit, un petit peu comme dans Thessaloniciens. Comment est-ce que on soignait les gens? Comment est-ce qu'ils étaient bien dans leur corps, bien dans leur tête et bien dans leur foi? Dans quelque chose de totalement intégré. Et ça, c'est ce qui fait la marque de fabrique du Secours protestant. C'est ce que nous, on appelle l'anthropologie ternaire, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Comment est-ce que nos actions sont teintées de comment on aide le corps, comment on aide l'âme et comment on aide l'esprit et comment on prend soin des gens dans ces 3 santé et pas simplement une santé. Ça, c'est pour nous, c'est important. Ouais. Alors, pour accompagner les personnes dans ces trois dimensions, vous agissez à la fois en France et aussi sur le terrain à l'international. À l'international, vos missions, elles se déclinent dans quel pays? Alors, on a été très présent au tout début. On est allé en Haïti sur le tremblement de terre, hein, dès Ouais, c'est ce que tu 2010. disais tout à l'heure. Ouais. Et puis voilà, et puis dans la suite, on a eu besoin de mûrir, de maturer, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions sur Haïti. Et puis dans la suite, Mhm. on s'est réinscrit dans un contexte français où on a aidé les SDF, où on a fait des maraudes. Et puis après, dans notre rencontre avec Éric Toumieux au Sénégal sur Beersheba, on a pu avoir une demande formalisée, claire, où Eric, qui avait créé cette ferme agroécologique, disait: mais moi, mon domaine, c'est pas la santé. Est-ce que vous pourriez nous aider à monter un poste de santé en brousse? Donc, c'est comme ça qu'on a pu prendre un petit peu nos lettres de noblesse sur le terrain international. Et puis, moi, j'ai toujours gardé cette dimension un peu opérationnelle, pompier, Mhm. qui est venue s'intégrer dans l'œuvre en disant: mais il faut absolument qu'on soit sur le terrain quand il y a des crises. Donc, on est allé au Congo auprès du prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, pour voir un petit peu quelle était la condition des femmes victimes de violences sexuelles sur un terrain Mhm. où le viol est utilisé comme arme de guerre. Et puis on revient récemment d'Ukraine. On a été aussi dans la période Covid, parce que on était, alors là, on était empêché de tout et de prendre des billets d'avion à l'international, et en principe une France qui était sous cloche et complètement verrouillée. Mais je ne pense pas qu'on l'ait supporté autrement que ça. On s'est dit: mais pourquoi un secours ne s'exprime pas dans ce cadre-là? On a demandé des autorisations aux autorités pour intervenir, et on est allé aider sur Marseille pour nourrir pas moins de 24 000 personnes sur Marseille en matière de nourriture sur le 3e arrondissement de Marseille. Donc on a pu, malgré le Covid, intervenir sur le territoire national pour aider jusqu'au lycée, jusqu'au collège du secteur sur le 3e arrondissement. C'était une intervention très forte qui nous a permis de nous réinscrire sur le sol français en disant: il n'y a pas que l'international, il y a des choses à faire aussi en France. Donc ça signifie aujourd'hui que vous êtes sur ces deux versants, hein, à la fois le national et l'international. Toi, tu disais en introduction que tu es psychothérapeute et victimologue. En quoi cette formation, cette spécialité en victimologie, aujourd'hui, elle t'est utile au Secours protestant? Ah oui, ça c'est vraiment une question pour moi qui est centrale sur l'œuvre, parce que, il y a plusieurs domaines. Je pourrais apporter plusieurs réponses. Il pourrait y avoir une réponse purement stratégique en disant: «Beh, comment est-ce que le Secours protestant se positionne à côté de grands acteurs comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Action Mhm. contre la faim, Handicap international?» Voilà, chacun a son domaine, son domaine de prédilection, son expertise, et donc il y avait aucun intérêt à exister à côté de Médecins sans frontières, qui fait un travail remarquable sur la santé Mhm. du corps. Par contre, sur la santé psychospirituelle, dans une époque où il y a de plus en plus de migrations, de plus en plus de dégâts psychologiques, de détresse psychologique, avec des réfugiés climatiques, des réfugiés politiques, des réfugiés de guerre, des gens qui traversent la Méditerranée, qui essayent après de traverser la Manche, des gens qui ont vu des personnes sauter du bateau ou se noyer, ou des femmes qui ont dû vendre leur corps sur le passage à des passeurs voilà, qui sont très maltraitants. Il a fallu penser à comment on répare les têtes. Et donc, Mhm. c'est en ça que la victimologie, on est face à des gens qui ont vraiment, au moins qui sont en état de stress post-traumatique, ou au moins si on peut les prévenir. Et ça faisait sens que c'est ça qui manquait dans le... Enfin, en tout cas, c'était en développement dans les autres organisations,
mais que dans le milieu communautaire chrétien, on avait déjà ce souci des âmes et que, parce qu'on parle de relations d'aide dans notre milieu communautaire et qu'il y a déjà un terrain ou un terreau pour susciter un accompagnement psychospirituel, pour prendre soin des cœurs et des âmes. Et cette partie, comme Jésus le faisait, hein, qui est le plus grand, à mon sens, le plus grand thaumaturge, c'est-à-dire celui qui soigne par la parole, eh bien, ça faisait sens de développer cette expertise pour pas être un clone des autres, parce que copier les meilleurs, c'est forcément faire moins bien. Et ça a été notre positionnement. Alors, vous abordez cet angle de la victimologie, tu parles de l'angle spirituel. Je comprends qu'avec une structure comme celle-ci, le maître mot, c'est de chercher à agir selon l'évangile avant de dire l'évangile, c'est ça. Euh, Comment est-ce que l'évangile, aujourd'hui, vous arrivez à le transmettre si l'une des dimensions que vous voulez aborder, c'est la dimension spirituelle, comment est-ce que vous arrivez à le transmettre lorsque vous êtes sur de l'action médicale ou humanitaire ou sociale? Alors, oui, c'est encore une question sensible, Pascal, merci de la poser. Alors, déjà, il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut faire très attention quand on parle d'évangile ou de spiritualité dans Hmm. une action sociale. Déjà, je mettrais profondément en garde sur l'idée que quelqu'un qui est en difficulté psychologique ou qui est victime, c'est quelqu'un qui est extrêmement poreux à celui à la croyance ou à la foi de celui qui vient lui tendre la main. C'est un peu logique, on n'est pas tout à fait dans le même état psychologique si on est tout à fait bien portant, en sécurité chez soi, ou si on est en train de se noyer, ou si on est en train de mourir. On n'est pas dans le même état psychologique, on est fragilisé, et donc les sectes l'ont bien compris, la scientologie et d'autres sectes ont bien compris qu'il fallait être sur des terrains de catastrophe pour faire des adeptes, parce que les gens sont tellement demande à être secouru, donc précisément, il y a une porosité. Ça, c'est la frontière qu'il ne faut pas franchir. C'est-à-dire que il n'y a pas à proposer, ce serait extrêmement décalé et extrêmement très peu ajusté de proposer l'évangile dans un temps où les gens sont en détresse. Je passe même sur l'idée très maltraitante de dire bah, tu te convertis et tu auras à manger. Ça, c'est juste impossible et ça, c'est des frontières qui sont impossibles à penser. Donc, l'idée, c'était plutôt de prendre un autre axe en disant il vaut mieux assumer cette identité chrétienne de façon très claire. Donc, choisir un nom qui n'est pas ambigu, voilà, Secours protestant, je pense que ça dit clairement une forme Mhm. d'identité chrétienne qui ne se cache pas, donc ni un sigle, ni un nom caché, d'assumer cette identité chrétienne aux yeux des autorités, de l'État, aux yeux de tous, et puis de considérer que, bah, comme Jésus, c'est-à-dire que qui disait parfois ne le dites pas ou ne dites pas ce que j'ai fait, etc., mais de considérer que c'est la qualité de l'action qui allait permettre de susciter des questions bien au-delà des victimes, des bénéficiaires et peut-être même des autres ONG, des partenaires. Et on a vérifié que c'est ça qui se passe, à condition que la qualité de notre travail soit vraiment une qualité qui puisse démontrer qu'on est dans l'excellence. Et à partir de là, le témoignage se fait naturellement. Et il n'y a pas de prosélytisme à mettre en œuvre, c'est-à-dire les gens qui posent des questions, y compris les bénéficiaires, on se sent à l'aise pour répondre, qu'on aide au nom de Jésus et qu'on ne se prêche pas nous-mêmes, et que c'est au nom de Jésus-Christ qu'on apporte cette aide, parce qu'il l'aurait fait comme on le fait. Et il n'y a pas besoin que ça aille beaucoup plus loin. Euh, et je pense que effectivement, ça vient toucher un certain nombre de bénéficiaires qui disent c'est quand même eux qui m'ont aidé et pas les autres. Mais nous, on n'inverse pas la vapeur, on ne vient pas sur ces terrains-là pour faire des adeptes. Et il y a une règle claire au niveau des bénévoles dans le secours protestant, c'est qu'il faut retenir cette parole de l'évangile quand il y a quelqu'un qui est en souffrance. Il doit juste voir une main tendue et un frère humain lui tendre la main et point à la ligne. Le reste se fasse plus tard quand la personne s'est reconstruite et a retrouvé des bases solides et une identité, une dignité. Et à cause de votre nom, les gens vont savoir que vous agissez au nom de Jésus. Oui, c'est très clair parce que la devise, elle est celle-là, comme tu viens de le dire. Elle est en dessous du secours protestant. Notre devise, elle est aider au nom de Jésus. Elle est extrêmement engagée, elle est militante, elle est assumée. Moi, dans ma personnalité, je suis beaucoup plus souple parce que j'ai pas de difficulté à travailler avec les musulmans, les bouddhistes ou toute autre forme de personnes sur cette planète et de communauté. Je suis à l'aise vraiment avec un petit peu tout le monde. Mais il fallait quand même protéger ce secours protestant pour qu'il puisse garder son identité dans les générations à venir. C'était important de lui donner un cadre assumé pour qu'il puisse voilà, garder cette identité chrétienne. Laurent, si quelqu'un parmi nos spectateurs voudrait
en savoir un peu plus sur le Secours protestant ou prendre contact avec toi ou avec la structure, comment est-ce qu'il faut qu'ils s'y prennent? Ouais, donc bah, ils nous contactent via le site internet et puis on manque pas de besoins en force vive, hein. Je pense, évidemment à tous les gens qui sont dans la partie médicale ou paramédicale, médecins, infirmiers, Mhm. aides-soignants, et puis bien plus largement les logisticiens. Mais par exemple, quand on va au Sénégal et qu'on construit un poste de santé, on a aussi besoin de très, très bons bricoleurs, d'électriciens. Donc aujourd'hui, le Secours protestant, il travaille même sur l'eau, l'hygiène, l'assainissement. On est sur des domaines extrêmement variés. On donne des cours de secourisme, on forme des praticiens en relation d'aide qui peuvent aller ensuite sur des terrains ou prendre soin des Oui, gens. Donc c'est très varié et donc là, il faut prendre contact avec nous via le site internet et en général, les gens, ils passent par un temps de formation en interne, hein, puisqu'on est sur un terrain quand même qui s'appelle le terrain de la sécurité civile. Donc c'est tout le oui. terrain que vous connaissez déjà, que tu connais pour, la Croix-Rouge, la protection civile, tout ça. Donc quand on est sur ce terrain-là, il faut que les gens en interne soient formés. Donc nous, on a un système où on forme les gens dans différentes qualifications pour qu'ils puissent les exprimer de façon légitime sur le terrain. Mais ils prennent contact via le site internet et on va les orienter sur nos comités locaux, là où ils sont. Ok, donc selon les compétences ou les appétences des uns et des autres, vous les orienterez ensuite vers les bons lieux de service. Exactement. Notamment, on pourrait parler de Calais pour les migrants, de Paris aussi, de Marseille, de Chambéry. Voilà, il y a des comités qui sont en devenir et qui fleurissent, puisqu'on est passé en mode fédération depuis l'année dernière. On est devenu une fédération. Quelle est l'adresse du site internet? Alors, www.secours, le tiret du 6, protestant.org. Ok, www.secours-protestant.org. Laurent Saez, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Merci Pascal Merci pour cette pour invitation. l'œuvre que tu diriges depuis toutes ces années. Et puis à vous, chers amis, eh bien, je vous dis à demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Au revoir. Merci.